Je croyais vivre un mariage parfait. 10 ans ensemble, 2 enfants, pas un nuage à l'horizon. Jusqu'au jour où j'ai reçu un SMS. Une photo. Mon mari, avec une autre femme et un enfant. Ce n'était pas une maîtresse. C'était sa deuxième famille. Une deuxième épouse. Un autre fils. Et ce que j'ai découvert après avoir fui avec mes enfants, était encore plus terrifiant que la trahison. C'est un mercredi que tout a basculé. Ce détail ne m'a jamais quitté. Mon cerveau l'a surligné en rouge. Il était 15h14 quand le message est arrivé. Numéro inconnu. Juste une photo. Mon mari, Christophe, assis sur un banc public, un petit garçon sur les genoux. Une femme à côté de lui, souriante, penchée contre son épaule comme si elle y avait toujours été. Comme si c'était naturel. Au début, j'ai voulu croire que c'était une cousine, ou une vieille amie. Peut-être une partie de sa famille dont il ne m'avait jamais parlé. Mais un deuxième message est arrivé. La vraie famille de ton mari. Je n'ai pas compris. Je ne voulais pas comprendre. Cela faisait 10 ans que nous étions mariés. Nous avions 2 enfants, 8 et 5 ans. Nous vivions à Lyon, dans une maison tranquille. Pas riche, mais stable. Jamais de dispute, jamais de doute. Ce soir-là, je ne lui ai rien dit. J'ai juste observé. La façon dont il abordait notre fille. Le baiser qu'il m'a donné avant d'éteindre la lumière, comme si de rien n'était. À minuit, pendant qu'il dormait, j'ai pris son téléphone. Il était verrouillé. J'ai utilisé son empreinte. Rien d'anormal. SMS vide, pas de photos, pas d'appel suspect. Sauf un mail, dans les éléments supprimés. Une carte d'embarquement. 2 jours plus tôt. Destination, Montpellier. Je n'ai rien dit. J'ai copié le numéro qui m'avait envoyé la photo, et j'ai répondu. Qui êtes-vous? La réponse a été immédiate. Sa deuxième femme. Je suis restée figée. Puis elle m'a envoyé une copie de leur certificat de mariage. Son nom. Le sien. Un autre département. Le même homme. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mes enfants dormaient dans la chambre d'Alexandra côté. Et moi, je partageais mon lit avec un inconnu. Le lendemain matin, j'ai prétexté une migraine pour rester à la maison. J'ai aussi appelé l'école pour garder les enfants. Puis j'ai commencé à enquêter. Relevé bancaire, ticket de train, email qu'il pensait avoir supprimé. En quelques heures, tout s'est éclairci. Il avait une autre maison à Montpellier. Une femme, Rachel. Un fils, Adrien. Il s'y rendait 1 semaine sur 2, soi-disant pour le travail. Et le pire? Ce n'était même pas bien caché. Je n'avais juste jamais cherché. Le soir, je l'ai confronté. Je sais pour Montpellier, j'ai dit. Il s'est figé. Pas un mot. Pas un mensonge. Il m'a juste regardé. Et là, il a dit quelque chose qui m'a glacé. Elle ne sait pas pour toi non plus. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. J'ai juste demandé, lentement. Tu veux dire que nous sommes toutes les deux, tes épouses? Il a hoché la tête. Comme si c'était un simple malentendu. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-il murmuré. Tu es une bonne mère. Une femme formidable. Mais avec Rachel, c'était avant toi. Puis elle est tombée enceinte? Je ne savais pas quoi faire. Mais on est mariés depuis 10 ans. Depuis combien de temps es-tu marié avec elle? Il a baissé les yeux. 13. 13 ans. Il s'était marié avec moi alors qu'il l'était déjà avec elle. Ce n'était pas une infidélité. C'était un crime. Je ne me souviens plus très bien de ce que j'ai ressenti après ça. Colère? Tristesse? Honte? Non, c'était comme si tout s'effondrait sous moi. Chaque souvenir devenait suspect. Chaque absence, chaque appel manqué, chaque réunion de travail. Il a avancé vers moi, lentement, comme s'il espérait que ces mots pourraient réparer ça. S'il te plaît, ne fais rien de précipité. Pense aux enfants. Pense à tout ce qu'on a construit.
Je ne lui ai même pas répondu. Je suis montée à l'étage, j'ai verrouillé la porte, et je me suis assise contre elle, incapable de dormir, le cœur battant dans mes tempes. Le lendemain, j'ai appelé une avocate. Discrètement. Anonymement. J'avais besoin de savoir ce que je pouvais faire. Elle m'a dit que j'avais un dossier solide. Non seulement pour un divorce, mais aussi pour des poursuites pénales. Mais c'est là que la peur m'a envahi. Car si je le dénonçais, c'était toute ma vie qui allait voler en éclats. Mes enfants. Son autre fils. Et moi, je risquais d'être traînée dans un scandale public. Alors j'ai décidé de faire la seule chose que je pouvais encore contrôler. Faire semblant. J'ai feint de croire ses excuses. J'ai fait semblant de vouloir réparer les choses. J'ai prétendu avoir besoin de temps pour digérer pendant que, en secret, je préparais ma fuite. J'ai commencé à rassembler les documents, actes de naissance, carnet de santé, papier d'école. Tout ce qu'il me fallait pour disparaître avec mes enfants. J'ai ouvert un compte bancaire caché, j'y ai transféré de petites sommes. J'ai acheté un deuxième téléphone. J'ai même loué un appartement sous un faux nom. Ça m'a pris 2 semaines. Puis un matin, pendant qu'il était à Montpellier, j'ai réveillé les enfants tôt. Je leur ai dit qu'on partait pour un voyage. Nous avons quitté la maison sans un regard en arrière. Ni valise, ni jouets, pas même notre chien. Je ne voulais rien emporter qui puisse nous relier à lui. Nous avons roulé pendant 6 heures, jusqu'à une petite ville que j'avais repérée à l'avance. Nouvelle école, nouveau bail, nouveau nom. J'avais de quoi tenir 3 mois. J'ai cru qu'on était en sécurité. Mais je me suis trompée. 2 jours plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. 3 coups. Calme. Lent. Précis. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé par le Judas et j'ai failli tomber. C'était lui. Christophe. Il n'était pas censé savoir où nous étions. J'avais tout fait pour qu'il ne puisse pas nous retrouver. Faux nom, paiement en liquide, pas de traces. Je n'ai pas ouvert. J'ai reculé, attrapé mon téléphone et appelé l'avocate avec le second numéro. Il nous a retrouvés, ai-je chuchoté. Elle m'a dit de ne pas ouvrir. D'appeler la police. Mais avant que je ne le fasse, Christophe a parlé à travers la porte. Emma, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour prendre les enfants. Je veux juste parler. Il avait l'air calme. Et c'est ça qui m'a le plus effrayée. Mon fils, Jonas, est sorti de sa chambre, frottant ses yeux. Maman? Papa est là? Je me suis figée. Retourne dans ta chambre, mon cœur. Ferme la porte, d'accord? Ne sors pas tant que je ne te le dis pas. Il a obéi. Ma fille dormait encore. J'ai composé le 17. L'opératrice m'a gardé en ligne pendant que la patrouille était en route. Christophe est resté sur le perron. Assis. Attendant. Les policiers sont arrivés 20 minutes plus tard. Gyro allumé. Christophe s'est levé lentement, main en l'air. Il ne s'est pas débattu. Il n'a pas crié. Il répétait simplement. Ce sont aussi mes enfants. La police n'a rien pu faire. Aucun mandat, aucune infraction officielle. Juste un homme venu voir sa famille. Mais j'ai vu ses yeux. Et j'ai compris que c'était loin d'être fini. Le lendemain, je me suis rendue chez une avocate locale, bien plus compétente que celle que j'avais trouvée en ligne. Une femme vive, directe, qui a tout de suite compris la gravité de la situation. Des hommes comme lui, m'a-t-elle dit en feuilletant les papiers que j'avais apportés, ne paniquent pas quand ils sont démasqués. Il prévoit. Il est calculateur. Vous devez avoir toujours 3 coups d'avance. Nous avons immédiatement déposé une demande de garde exclusive en urgence. Et j'ai aussi entamé une procédure de protection judiciaire. Ce jour-là, j'ai reçu un email, d'une adresse inconnue. Aucun nom. Juste une pièce jointe. Un scan. Une lettre manuscrite. C'était Rachel. J'ai découvert ton existence le jour où tu es partie, disait la lettre. Il m'a dit que tu étais folle. Que tu essayais d'enlever ses enfants.
Je ne l'ai pas cru. Pas après ce que j'ai trouvé dans son bureau. Elle parlait de carnets. Des dizaines de pages. Remplis par Christophe. Avec des plannings. Des mensonges. Des identités. Des adresses. Elle me proposait son aide. Elle aussi voulait partir. Mais je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance. Alors j'ai posé mes conditions. Une seule rencontre. Dans un lieu public. Sans enfant. Sans Christophe. Et cette rencontre allait tout changer. On s'est retrouvés dans un petit resto routier près de l'autoroute. Endroit neutre. J'avais choisi une table au fond, face à l'entrée. Mes mains étaient moites. Mon cœur battait trop vite. Elle est arrivée seule. Sans maquillage, les traits tirés, les cheveux attachés. Elle avait l'air détruite. Emma, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Rachel. Aucun bavardage. Elle a sorti une enveloppe Kraft et l'a posée devant moi. Tout est là. Notes, mais, tickets. Même des photos. Il tenait une comptabilité de ses devis. Jusqu'à ce que chaque enfant préfère au petit déjeuner. J'ai commencé à feuilleter. Et c'était pire que ce que j'avais imaginé. Il planifiait cette double vie depuis des années. 2 foyers. 2 épouses. 2 identités. Il appelait ça, le projet Harmonie. Il croyait avoir inventé quelque chose de génial, a craché Rachel. Comme un grand numéro d'équilibriste. Comme si on était des pièces sur un échiquier. Elle a pleuré. Pas pour que je la console. Pas pour susciter ma compassion. Juste, parce que je suis restée avec lui pour Adrien. Je ne voulais pas l'élever seul. Mais après avoir vu vos photos de mariage, après avoir vu vos enfants, elle s'est effondrée. Je suis restée figée. Je n'avais plus de larmes. Il m'a menti, à moi aussi, ai-je dit. Et maintenant, il fait passer ça comme si j'étais la criminelle. Comme si j'avais volé ses enfants. Elle a levé les yeux. Tu sais qu'il n'a pas fini, hein? J'ai hoché la tête. Et c'est là qu'elle s'est penchée vers moi. Il a de l'argent caché. Beaucoup. À l'étranger. Il a utilisé nos noms pour ouvrir des comptes qu'on n'a jamais signés. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Il a utilisé mon nom? Elle a acquiescé. J'ai trouvé une carte bancaire à ton nom dans son tiroir. Et une fausse carte d'identité. Le soir même, j'ai apporté tout ce qu'elle m'avait donné à mon avocate. Elle n'a même pas sourcillé. Cette affaire vient de passer au niveau fédéral. En quelques jours, le dossier est devenu une affaire fédérale. Bigamie, fraude, usurpation d'identité, et maintenant blanchiment d'argent international. Le FBI a commencé à suivre ses mouvements, à tracer ses comptes, à analyser les preuves que Rachel et moi avions rassemblées. Pendant ce temps, j'essayais de donner une vie normale aux enfants. École, dessins animés, histoire du soir. Mais je ne les lâchais jamais d'une semelle. Jamais. Et puis, un soir, je suis rentrée des courses. La porte arrière était entr'ouverte. Je ne la laisse jamais comme ça. Tout semblait normal à l'intérieur. Rien de volé, rien de déplacé. Sauf une chose. Un mot. Imprimé, posé sur le comptoir de la cuisine. Tu crois avoir de l'avance. Mais je sais où tu dors. Je suis restée figée. Mon souffle court. Puis j'ai attrapé mon téléphone et appelé la police. Encore une fois. Mais aucune empreinte. Aucun indice. Mon avocate a accéléré la procédure pour l'ordonnance de protection. Serrure changée. Caméras installées. Alarme connectée. Bouton d'alerte sur mon porte-clés. Mais je savais que rien de tout ça ne l'arrêterait. Christophe ne voulait pas qu'on revienne. Il voulait qu'on soit à lui. Il ne voulait pas une famille. Il voulait un empire. Un système qu'il contrôlait. Rachel et moi avons commencé à nous appeler régulièrement. Pas des amis. Pas des alliés. Juste 2 femmes détruites par le même homme. Elle a accepté de témoigner.
Le FBI m'a conseillé de déménager à nouveau. Cette fois dans un autre département. Nouvelle identité. Nouvelle école. Nouveau travail. Nouveau tout. J'ai hésité. Puis, un jour, un message est arrivé sur le téléphone de secours. Une photo. Mes enfants. Jouant dans le jardin devant la maison. Sans légende. Juste un horodatage. Celui de l'après-midi même. J'ai fait mes valises dans l'heure. J'ai dit aux enfants qu'on partait pour une nouvelle aventure. Je ne leur ai pas dit que ça pouvait être pour toujours. Rachel a disparu le même jour. Elle avait un autre plan. Une autre destination. J'ai tout laissé derrière moi. Un nouvel appartement. Un nouveau boulot. J'ai même changé de couleur de cheveux. Mais les cauchemars, eux, n'ont jamais cessé. Pendant des semaines, rien. Pas un signe. J'ai commencé à croire qu'on était peut-être enfin hors d'atteinte. Puis une enveloppe est arrivée. Pas de timbre. Pas de nom. Glissé sous ma porte alors que j'étais au supermarché avec les enfants. À l'intérieur, une seule photo. Christophe. Assis dans une voiture. Souriant. Et derrière lui, mon nouvel immeuble. Il nous avait retrouvés. Encore. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai appelé ma référente au FBI, paniquée. Elle m'a dit de rester calme. Qu'ils étaient proches de quelque chose. Et 2 jours plus tard, c'est arrivé. Christophe a été arrêté à la frontière espagnole. Avec de fausses cartes d'identité, plusieurs téléphones jetables, et une mallette remplie de liquide. Il s'est débattu. Il a crié que tout était un piège. Il a hurlé mon prénom comme si j'étais la traîtresse. Il a été inculpé de bigamie, fraude, harcèlement, et surveillance illégale. Rachel et moi avons témoigné. Le procès a été long. Douloureux. Mais il a été reconnu coupable. Condamné à 15 ans ferme, sans possibilité de libération anticipée. Mais même en prison, il continuait de m'écrire. Une lettre par mois. Je ne les ouvrais jamais. Jusqu'au jour où ma fille m'a demandé. Maman, pourquoi papa nous déteste? Cette question m'a brisée. Pourquoi papa nous déteste? Ella ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle était simplement curieuse. Comme si elle essayait de résoudre une énigme. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, a-t-elle murmuré. Je l'ai prise dans mes bras si fort qu'elle a gémi. Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. C'est lui. Mais les enfants ne se fient pas à nos mots. Ils scrutent notre visage. Et ce qu'elle a vu sur le mien cette nuit-là ne l'a pas rassurée. Le lendemain matin, j'ai pris la dernière lettre qu'il m'avait envoyée. Mes mains tremblaient. Je l'ai ouverte. Elle n'était ni remplie de rage, ni d'excuses. C'était bien pire. Elle était calme. Il y parlait de la météo en prison. Des livres qu'il lisait. Il écrivait que Rachel et moi aurions dû gérer les choses différemment. Comme si nous l'avions dérangé. Comme si c'était nous, le problème. Et puis, à la fin. Je connais encore des gens. Si jamais tu essaies de sortir du pays avec les enfants, je le saurai. Une menace. Claire. Nette. Je l'ai immédiatement transmise à l'agent du FBI en charge du dossier. Elle a lu. A hoché la tête. Il sait comment rester juste en dessous du seuil. Assez malin pour ne pas dire les choses clairement. Mais on va surveiller. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai entamé les démarches pour changer légalement notre nom. D'abord le mien. Puis ceux des enfants. Nouvelles identités. Dossier scellé. Cela prendrait des mois. Et c'est à ce moment-là qu'un nouvel élément a surgi. Son frère. Un appel d'un numéro masqué. Je ne réponds jamais à ces appels. Mais ce jour-là, quelque chose m'a poussé à décrocher. Une voix d'homme. Basse. Précautionneuse. Je m'appelle Thomas, a-t-il dit. Je suis le frère de Christophe. On ne s'est jamais rencontrés. Mais, je crois que vous devez savoir certaines choses. Je suis restée silencieuse.
Je l'ai toujours détesté. Il manipulait tout le monde. Nos parents. Moi. Je ne suis allée à aucun de ces mariages. Ni avec vous, ni avec l'autre. Toujours muette. Il m'a écrit la semaine dernière. Il m'a demandé de veiller sur ses enfants jusqu'à sa sortie. Il a dit qu'il était encore leur père. Que peu importe votre nom ou l'endroit où vous vous cachez, il les retrouverait. Mon sang s'est glacé. Pourquoi me dire ça, ai-je murmuré. Parce que je vous crois, a-t-il répondu. Et parce que je sais de quoi il est capable. Vous pensez que la prison le brisera? Vous ne savez pas depuis combien de temps il prépare tout ça. C'est là que j'ai compris. Cette histoire n'était pas terminée. Loin de là. Après l'appel de Thomas, impossible de rester en place. J'ai fait 3 fois le tour de l'immeuble cette nuit-là. J'ai vérifié chaque serrure, chaque lumière, chaque recoin d'ombre. Mon cœur cognait dans ma poitrine à chaque bruit. Christophe ne s'arrêterait pas. Même enfermé, il gardait le contrôle. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec le FBI. J'ai donné à l'agent le numéro de Thomas. Ils ont vérifié. C'était bien lui. Casier judiciaire vierge. Aucun lien connu avec les comptes de Christophe. Aucun mouvement suspect. Mais ça ne me rassurait pas pour autant. Ce week-end-là, Ella est entrée dans ma chambre avec un dessin. Elle avait dessiné notre famille, elle, Jonas, moi, et une forme brouillonne, rouge, gribouillée derrière, avec un mot griffonné, papa. Elle a murmuré, il nous regarde tout le temps. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Je ne fuirai plus. S'il voulait une guerre, je la lui ferais. J'ai commencé à tout documenter. Chaque menace. Chaque message. Chaque voiture suspecte. J'ai acheté un dictaphone, installé des caméras à l'intérieur. J'ai tenu un journal. Je n'allais plus subir. J'allais construire un dossier en béton. Entre-temps, Thomas continuait à m'appeler. Il ne demandait rien. Il me tenait juste au courant. Il disait que Christophe avait encore des contacts. Des anciens collègues. Des amis de fac. Des gens dont je n'avais jamais entendu parler. L'un d'eux, un certain Victor, posait des questions. « Tu connais son vrai nom ?» ai-je demandé. Long silence. Puis, oui. Mitchell Varnier. Ancien militaire. Il a bossé dans la sécurité pour une des startups de Christophe. Radié de l'armée pour faute grave. Il est proche de lui? Christophe m'a dit un jour qu'il confierait sa vie à Mitchell. Il a dit que si tout le monde se retournait contre lui, Mitchell ferait le nécessaire. J'ai raccroché. Appelé mon avocate. Donné le nom. Tout. Le FBI a immédiatement intégré Mitchell dans leur enquête. Ils ont trouvé des mouvements suspects, retrait en liquide dans plusieurs régions, aucun paiement par carte, téléphone jetable. Ils nous traquaient. Moi. Ou Rachel. Ou les deux. Le lendemain, j'ai retiré les enfants de l'école. J'ai coupé toutes les connexions. Mon avocate a entamé une demande de protection fédérale d'urgence. C'était rare, mais possible dans des cas extrêmes. Je savais que c'était risqué. Et puis, une faille s'est ouverte. Mitchell a fait une erreur. Une caméra de station-service l'a filmé en train d'acheter un téléphone. Il a jeté la boîte dans une poubelle. Les agents ont récupéré l'emballage. Numéro de série. Signal capté. Le téléphone avait émis un signal, à moins de 8 km de ma planque. 3 jours plus tôt. Il a été arrêté à 3h27 du matin, sur une aire d'autoroute près d'Avignon. Voiture remplie. Faux papiers. Carte. Note sur les horaires de l'école des enfants. En garde à vue, il a fini par craquer. Peu de mots. Mais une vérité brutale. Christophe l'avait payé, en crypto. Depuis la prison. Grâce à un tiers. Il préparait une nouvelle vie. Encore. Emmenez vos enfants loin, aurait dit Mitchell aux agents. Parce qu'il n'a pas terminé. Pas du tout. Après l'arrestation de Mitchell, tout s'est accéléré.
Le FBI nous a relogés immédiatement, cette fois sous protection fédérale active. Nouveau lieu. Nouveau pseudonyme. Aucune trace. Nous étions officiellement intégrés dans un programme destiné aux victimes de harcèlement criminel à grande échelle. Les enfants sentaient qu'il se passait quelque chose. Je ne pouvais pas tout leur dire. Alors je leur ai menti. Je leur ai dit que maintenant, on était en sécurité. Mais moi, je n'y croyais pas. Car Christophe n'avait jamais eu besoin d'être libre pour être dangereux. Il avait des plans. Des relais. Il était comme une araignée, tirant ses fils d'un coin de cellule. Et puis, Rachel a disparu. Du jour au lendemain. Plus de réponses. Son téléphone coupé. Même son avocate n'avait plus de nouvelles depuis une semaine. J'ai signalé sa disparition. Mais rien. Pas de lutte. Pas de traces. Rien. Juste le silence. Et quelques jours plus tard, une lettre. Pas par la poste. Scotchée sur le pare-brise de ma voiture alors que j'étais dans un bâtiment gouvernemental pour une mise à jour de garde. 3 mots, écrits en majuscules. Elle est avec moi. J'ai lâché l'enveloppe. Un agent de sécurité a vu mon visage et s'est précipité. Ils ont fouillé les lieux, vérifié les caméras. Aucune trace de l'auteur. J'ai été emmené dans une salle froide, avec plusieurs agents. J'y suis resté 4 heures. Je ne voulais pas partir. Je leur ai dit. Ils montent en puissance. Ils ne cherchent plus à me récupérer. Ils cherchent à posséder tout ce qui m'entoure. Si vous ne m'aidez pas à l'arrêter maintenant, il ne s'arrêtera jamais. Un agent s'est penché vers moi. On a quelque chose. Depuis des mois, il montait un dossier RICO contre lui. Pas seulement contre Christophe. Contre tout son réseau. Blanchiment. Harcèlement coordonné. Usurpation d'identité. Mitchell parlait. Lentement. Mais il parlait. Ils étaient prêts à frapper. 3 perquisitions dans 3 départements. Mais il manquait encore une chose, une preuve liant Christophe à Rachel. Un lien. Un échange. Une confirmation qu'il orchestrait tout depuis sa cellule. Et c'est là que Thomas a proposé quelque chose. Il allait porter un micro. Il a dit qu'il contacterait un ancien collaborateur de Christophe, sous prétexte de s'inquiéter pour Rachel. Le piège a fonctionné. L'homme s'est vanté. Il a parlé d'une deuxième épouse bien au chaud dans un chalet. Il a dit que Christophe voulait réunir les familles, une fois que la pression serait retombée. Ils ont obtenu une localisation. Le FBI a agi vite. Ils ont retrouvé Rachel vivante. Séquestrée dans un chalet reculé. Médicamentée. Mais consciente. Elle avait été piégée par un faux appel d'un soi-disant agent de la protection de l'enfance. Vos enfants sont en danger, madame. Vous devez venir les chercher. Elle y est allée. Et c'est comme ça qu'ils l'ont attrapée. Tout orchestré depuis la prison. Par téléphone clandestin. Mais maintenant, ils avaient tout. Sur bande. Et cette fois, Christophe n'allait pas s'en tirer. Le nouveau procès n'a pas traîné. Cette fois, ce n'était plus une affaire de trahison ou de bigamie. C'était du crime organisé. Christophe a été jugé sous les statuts RICO. Ce n'était plus seulement lui dans le viseur, c'était son système entier. Son réseau. Ses complices. Ses comptes. Ses manœuvres. Et surtout, sa volonté délibérée de tout orchestrer même enfermé. Il n'a pas souri. Pas cette fois. Plus de faux calme. Plus de petit air supérieur. Juste un homme menotté, entouré d'agents, épuisé, mais encore dangereux. Rachel a témoigné la première. Sa voix tremblait, mais elle ne s'est pas dérobée. Elle a raconté l'appel, la voix douce au téléphone, la fausse promesse. Puis le chalet. Les médicaments. La pièce sans fenêtre. Les caméras. Puis ce fut mon tour. J'ai levé les yeux vers lui. Pour la première fois depuis presque un an. Cet homme n'a pas seulement trahi un mariage, ai-je dit au tribunal. Il a construit un mensonge si profond, si méthodique,
Que j'ai dû effacer mon identité pour survivre. J'ai dû apprendre à mes enfants à avoir peur du moindre bruit. J'ai dû leur mentir, chaque jour, pour qu'ils restent en vie. Christophe ne m'a pas regardé. Il fixait la table. Le verdict est tombé sans appel. 45 années supplémentaires. Pas de remise de peine. Ces peines ont été cumulées. Transférées en détention fédérale. Aucun droit de communication externe. Tous ses actifs gelés. Ses comptes ont été démantelés. Mais moi, je ne ressentais pas de soulagement. Pas tout de suite. Car la peur ne part pas d'un coup. Elle s'efface lentement. Elle se cache encore dans le bruit d'une serrure, dans un reflet de vitre, dans une ombre trop longue au coin d'une rue. Mais on a recommencé à vivre. Ella a recommencé à dormir sans se réveiller en sursaut. Jonas s'est remis à rire. On a adopté un chien. Un énorme bâtard, nommé Samy, qui ne quitte jamais leur côté. J'ai trouvé un emploi dans une petite librairie. Calme. Parfait. Quand on m'a demandé mon nom, je n'ai pas hésité. Rachel vit chez sa sœur. Elle fait une thérapie. Elle a repris des études. On s'appelle parfois. Pas souvent. Mais assez. On ne prononce jamais son nom. Une nuit, en bordant Ella, elle m'a demandé. Est-ce que les gens méchants nous oublient un jour? J'ai hésité. Puis j'ai dit, parfois, oui. Et parfois, on les enferme si loin qu'ils ne se souviennent même plus de ton visage. Elle a souri. Tant mieux. Je l'ai embrassée. Je suis sortie de la chambre. Le couloir était silencieux. Paisible. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré sans peur. Mais parfois, au milieu de la nuit, une pensée me hante encore. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous fui plus tôt? Ou vous seriez-vous battu dès le départ? Les semaines qui ont suivi le procès ont été à la fois étranges et lentes. Comme un retour à la normale, sans que la normale ne soit jamais vraiment revenue. Je faisais les courses sans surveiller constamment mes arrières. Je laissais les enfants jouer dans le jardin, sans scruter chaque voiture qui passait. Mais une part de moi restait tendue. Prête à réagir. Comme si j'attendais encore l'attaque suivante. Mon avocate me disait que c'était normal. Que le traumatisme laissait des traces invisibles. Mais je savais que ce n'était pas seulement ça. C'était aussi l'instinct. Parce que même enfermé, même sous surveillance maximale, Christophe avait toujours su semer ses pions bien à l'avance. Et j'avais appris à ne jamais sous-estimer ce dont il était capable. Un matin, en ouvrant ma boîte mail sécurisée, j'ai trouvé un message étrange. Pas de sujet. Pas de corps de texte. Juste une pièce jointe. Un fichier audio. Je l'ai transféré immédiatement au FBI. L'analyse a révélé une voix modifiée électroniquement. Mais le contenu était clair. Une voix déformée disait « Vous pensez avoir gagné. Mais certaines promesses ne meurent jamais. Le monde est vaste. Le silence aussi. Ils n'ont jamais pu remonter à l'origine exacte de l'envoi. Le FBI a renforcé ma protection. Mes mouvements ont été encore plus encadrés. On a réévalué les contacts de Christophe, ses anciens collaborateurs, les visiteurs autorisés en prison. Rien de concret n'est ressorti. Mais moi, je savais. Il testait encore. Des signaux. Des frayeurs. Puis, Rachel m'a appelé. Elle avait reçu le même message. On s'est revus une seule fois après ça. Dans un parc. Assise sur un banc, à bonne distance, nos enfants jouant non loin, sous surveillance. Elle m'a regardé longuement et m'a dit « Tu crois qu'il s'arrêtera un jour ?» Je n'ai pas su répondre. Parce que le mal que Christophe avait fait ne se mesurait pas qu'en années de prison. Il s'était infiltré dans nos veines, dans notre quotidien, dans notre mémoire. Il avait changé notre façon de penser, d'aimer, de faire confiance. Et même si la justice l'avait enfermé pour longtemps, sa trace, elle, était là. Rachel m'a tendu un carnet. « C'est le mien » a-t-elle dit. Pas un de ses journaux. Le mien. J'y ai tout noté. Tout ce que j'ai ressenti. Tout ce que j'ai compris.
Je l'ai pris. Pas pour le lire tout de suite. Mais parce que je savais qu'un jour, j'en aurais besoin. Elle a souri, faiblement. Puis elle est repartie, Adrien dans les bras. Je suis restée un moment à regarder les arbres, les feuilles bouger dans le vent. Le soleil traversait les nuages. Et j'ai pensé à une chose. On a survécu. Pas grâce à la chance. Mais parce qu'on s'est battu. Le jour où j'ai reçu la notification officielle du changement de nos identités, j'ai pleuré. Pas de tristesse. De soulagement. Mes enfants avaient de nouveaux noms. Un nouveau départ. Et moi aussi. Tout ce que Christophe avait tenté de contrôler, de manipuler, de posséder, venait de lui être retiré. Légalement. Définitivement. Mais même avec cette victoire, même avec la justice enfin rendue, certaines choses ne s'effacent jamais complètement. Il m'arrive encore de sursauter quand le téléphone sonne sans raison. Je regarde encore une fois de trop par-dessus mon épaule en sortant du travail. Et parfois, au milieu de la nuit, quand tout est calme, je ressens cette présence. Pas réelle. Mais pas imaginaire non plus. Une sorte de cicatrice émotionnelle, toujours là, prête à se rouvrir. Ella a recommencé à dessiner. Elle dessine des maisons. Des chiens. Des arbres. Elle dit que notre maison est un endroit magique maintenant. Un endroit où rien de méchant ne peut entrer. Jonas joue au foot. Il a trouvé un club local. Il sourit. Il court. Il me serre dans ses bras sans poser de questions. Et moi, j'apprends à redevenir une mère qui n'a pas peur. Je travaille encore dans la librairie. J'ai appris à connaître les habitués. À retrouver le plaisir de petites routines. À sourire pour de vrai. Parfois, une cliente me dit « Vous avez l'air apaisé ». Je réponds toujours « Pas encore ». Mais j'y travaille. Rachel continue son chemin aussi. Elle a repris ses études à distance. Elle vit avec sa sœur, dans une ville dont je ne veux même pas connaître le nom. Elle m'a écrit récemment. Un jour, j'espère qu'on pourra parler d'autre chose. Et moi, j'espère qu'elle a raison. Mais je sais une chose. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un m'effacer. Me posséder. Me faire douter de ce que je vaux. Je suis restée debout. J'ai protégé mes enfants. J'ai dit la vérité. Et je recommence à vivre. Mais il y a une question qui revient, parfois, dans ma tête. Une seule, qui tourne en boucle. Pas pour me torturer. Mais pour comprendre. Et vous? Si vous aviez été à ma place, auriez-vous fui plus tôt? Ou vous seriez-vous battu dès le départ?